Jean-Michel Jarre, quelle est la raison de votre présence ici au Midem? Alors ma présence au Midem, il y a deux raisons. La première, c'est l'invitation de la République de Chine, enfin ce qu'on appelle le mainland, la Chine et Taïwan, qui joignent un peu leurs forces pour essayer de faire un peu mieux comprendre leur marché, le marché de la musique là-bas. Et ils m'ont demandé, avec le lien que j'ai historiquement avec la Chine, puisque j'étais le premier artiste occidental à jouer après l'époque de Mao, au début des années 80, puis j'ai fait beaucoup de concerts là-bas, j'en ai fait dans la Cité Interdite et Place Tiananmen il y a 4 ou 5 ans, d'essayer de contribuer à aider à ce qu'on puisse promouvoir un petit peu plus les artistes dans ce qu'est le premier marché du monde, la Chine, les artistes français et européens, et d'autre part aussi de pouvoir aider à ce que les artistes chinois et taïwanais puissent aussi être mieux connus et mieux compris aussi ici. Donc ça, c'était une première raison. La deuxième, c'est avec mon ami Jean-Noël Tron, le directeur général de la SACEM. Je suis ici aussi pour défendre haut et fort l'idée du droit d'auteur. C'est que le secteur du droit de la propriété intellectuelle est fortement ébranlé, fortement attaqué en ce moment, d'ailleurs par des gens qui souvent ne sont pas nécessairement des ennemis des artistes, mais je pense que on est dans une situation assez ambiguë qu'il faut essayer de clarifier et on a besoin des médias pour ça. Et je pense que les artistes ont un rôle à jouer. C'est-à-dire que d'abord, il faut réintégrer la notion de poésie, d'imagination, de rêve et d'affect dans cette crise de la musique. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, nous sommes des artistes fragiles. Le secteur de la musique n'est pas du tout un secteur riche, comme beaucoup de gens peuvent le savoir. C'est que si on prend les 200 plus gros bénéficiaires de la SACEM, ça représente à peine le salaire d'un footballeur. Donc on est très très loin de ce que peuvent imaginer les gens. Et le droit d'auteur est effectivement aujourd'hui affaibli. Il faut absolument comprendre que le droit d'auteur est un des seuls moyens de survie des artistes, que c'est aussi le droit probablement le plus moderne et intemporel puisqu'il ne dépend pas du support. Et que plutôt que de diaboliser les grandes sociétés comme Google, comme ces grosses sociétés internationales, il faut comprendre qu'elles se sont développées très très rapidement et qu'elles n'ont pas eu le temps même de réfléchir aux conséquences de leur développement et de leur hypertrophie. Je crois qu'il faut justement parler, communiquer avec eux, ne pas dire parce qu'aujourd'hui il y a un problème qu'ils sont responsables de ce problème-là. Il faut justement trouver des solutions. Et évidemment, il faut arriver à rééquilibrer le fait qu'on ne peut pas vendre un iPhone 500 €, cet iPhone qui coûte 500 €, s'il coûte 500 €, c'est parce que précisément on peut avec cet appareil écouter de la musique, regarder des films, lire vos articles, lire des livres. Et que si on enlève le contenu sonore, le contenu visuel et l'écrit, eh ben on a un téléphone à 50 €. Donc sur les 450 € qui restent, ça serait relativement normal que nous tous, les créateurs, eh bien on en ait une petite partie. Personne ne vous dit quand on écoute la radio que vous exercez une activité illégale. Pourquoi ? Pourtant, vous ne payez pas quand vous écoutez la radio. Mais pourquoi ? Parce que les radios ont payé des droits en amont. Et bien, c'est exactement ce qu'il faut qu'on arrive à trouver comme système sur Internet, même si c'est plus compliqué. Il faut se relever les manches et on va y arriver. La ministre de la Culture et de la Communication qui a été présente aujourd'hui, vous a entendu, les mesures qu'elle entend prendre vont dans ce sens? Je pense que c'est important que la ministre soit là et j'espère qu'elle va l'entendre. On est dans un pays de l'écrit. On est un pays littéraire et un pays de cinéma plus que de musique. Et j'espère que l'écrivain ou l'écrivaine qu'elle est n'oubliera pas ses collègues musiciens. Voilà. Jean-Michel Jarre, on a envie d'un nouvel album de l'artiste que vous êtes pour 2013. Est-ce que c'est en préparation ? Je travaille sur 2 projets d'albums et en tout cas un nouvel album va sortir en 2013 de manière, je pense, certaine. Je pense à la fin de l'été. Vous avez envie de retravailler avec certains artistes par le passé? On se souvient de cette belle collaboration avec Christophe. Alors c'est drôle que vous me parliez de ça parce que justement, il est question que je collabore avec Christophe pour son album et qu'il vienne peut-être sur le mien pour faire quelque chose d'assez particulier. Et je suis très heureux qu'on se soit retrouvés. Donc son album à lui, donc je vais sans doute écrire aussi pour lui. Et puis mon album, en fait, il y aura pas mal de collaborations de la scène électro, internationale et française. Et je me réjouis beaucoup de ce disque qui va être absolument neuf pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, justement, dans les difficultés que traverse le secteur de la musique, un artiste qui a déjà fait des albums et qui est un artiste avec un public, j'ai la chance d'être dans ce cas, ça sert à rien de sortir un album pour un album. Et je pense qu'il faut sortir un album quand il y a une raison pour le faire, quand il y a une histoire autour. Et je pense que ce prochain album, ça sera le cas. Je le souhaite en tout cas, vous me direz ça la prochaine fois qu'on se voit. Le public azuréen a pu vous apprécier au cours du mariage princier, c'était en 2011. Quel souvenir marquant gardez-vous de ce concert? Alors un double souvenir, d'abord un souvenir extrêmement tendre vis-à-vis du prince Albert et de la princesse Charlène,
deux personnes que j'aime énormément, pour qui j'ai beaucoup de tendresse et beaucoup d'affection, et je suis heureux qu'ils m'aient fait l'honneur de demander de faire ce concert à une occasion importante dans leur vie. Et puis aussi, ce concert pour moi, c'est aussi une manière d'hommage que j'avais envie de donner à la Côte d'Azur, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de grands concerts en extérieur, de choses comme ça, et j'ai beaucoup moins de liens personnels avec la Côte d'Azur, donc c'était pour moi l'idée de transformer le temps d'une nuit Monaco d'une sorte d'amphithéâtre presque intime, si on peut dire, avec le nombre de gens qui pouvaient être là. Et puis, troisièmement aussi, de repousser aussi les limites techniques de concert. Je crois que ça a été dit par beaucoup, et ça m'a beaucoup touché d'ailleurs. Je sais que le New York Times a dit que c'était Avatar sans lunettes. Et c'est vrai que j'avais envie de donner au public de la Côte d'Azur, et évidemment, plus largement, aux gens qui nous ont fait l'amitié de nous suivre à travers le monde, à travers Internet et la télévision, quelque chose de vraiment particulier et aussi d'abouti musicalement, techniquement. Et je crois que ça a été le cas, ça a été en tout cas ce qu'on m'en a dit, et je vois que vous acquiescez derrière le micro, donc ça me rassure. Michel Jarre, peut-être ma dernière question. On sait que vous êtes souvent venu pour le Festival de Cannes. Est-ce que vous en gardez un souvenir particulier ? Alors, je garderai un souvenir très personnel que je vais vous livrer. C'est là, en fait, où j'ai pratiquement rencontré la mère de mes enfants, Charlotte Rampling, où elle était jury. Moi, j'étais un membre du jury, j'étais invité ici. On s'était rencontrés quelques temps avant, mais ça a vraiment été pour nous le début de notre vie et le début de la création de notre famille. Et c'est donc toujours quelque chose de particulier pour moi de revenir à Cannes, puisque c'est lié à ma vie personnelle, vraiment, de manière extrêmement tendre et profonde. Et donc, pour moi, le Festival de Cannes est lié à tellement de souvenirs, parce que c'est un endroit unique. J'ai un autre souvenir particulier. C'est une autre rencontre que je garderai dans mon cœur longtemps. C'est la rencontre que j'ai faite avec Federico Fellini. Peu de temps avant sa mort, il venait juste de perdre Nino Rota. Et on a passé une soirée où on s'est retrouvés tous les deux, on a passé une soirée formidable. Et il m'a proposé à la fin de faire la musique de son prochain film, qui d'ailleurs ne s'est jamais fait puisqu'il est mort avant. Et j'ai refusé. Je me suis dit, mais quel con, alors franchement, pardon du mot. Et en fait, moi, je suis un tel fan de Nino Rota et de Federico Fellini, j'ai dit, mais on ne peut pas toucher un couple comme ça. On ne peut pas passer derrière Nino Rota, c'est pas possible. Et je lui ai dit, il était très étonné, il me dit, mais c'est incroyable ça, de dire ça, mais je lui ai dit, oui, mais c'est pas possible. Et il m'a dit une chose, qui est pour moi quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans ma vie d'artiste jusqu'à maintenant, c'est qu'il m'a dit, mais tu sais, finalement, un artiste, on croit toujours, quand on vient ici à Cannes, ou pour toi, quand tu fais des albums, etc., on vous demande toujours, alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est quoi le prochain? C'est un nouveau film, c'est un nouvel album. Et en fait, un artiste ne fait jamais rien de nouveau. Il décline comme un artisan toujours le même objet, la même table, de manière totalement obsessionnelle, en se disant qu'un jour, il va se rapprocher de l'idée idéale qu'il a de ce projet. Et moi, plus je vais dans ma vie, plus je m'aperçois à quel point c'est vrai.